Bien, la séance est reprise. Alors, notre ordre du jour appelle la présentation d'une communication de la délégation de notre commission qui s'est rendue à Berlin les 11 et 12 mars dernier. Alors, cette délégation était constituée, outre de moi-même, de Madame Tanguy, Madame Cochert, ainsi que de Michel Guignot, de Carlos Martins Bilongo et de Nicolas Forissier. Je remercie mes collègues pour leur implication dans cette mission et je les remercie d'autant plus que j'ai dû leur faire faux bond puisque ça a coïncidé, cette mission qui était prévue de longue date, avec le débat qui a été prévu de moins longue date en séance le 12 mars après-midi sur l'accord de coopération en matière de sécurité avec l'Ukraine, débat sur lequel je suis intervenu au titre de la commission et également au titre de mon groupe. Pardon ? Oui, je vous remercie. C'est toujours la question de comment recevoir un compliment. Et j'avais un collègue qui me disait il faut répondre toujours forcé d'en convenir. Bon. Alors, donc la mission avait bien commencé et elle s'est, d'après ce que j'ai compris, elle s'est très très bien poursuivie et achevée. Alors, avant de donner la parole, je me bornerai à rappeler à titre liminaire que depuis des années, la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Bundestag ont pris l'habitude de se réunir conjointement en alternance à Paris ou à Berlin. Cette année, c'est au Bundestag que la rencontre devait se tenir et nos homologues allemands avaient proposé qu'elle se déroule sous une forme inédite puisqu'elle a été ouverte à la Diète polonaise dans une configuration propre du triangle de Weimar. J'ai naturellement pleinement souscrit à ce format qui, je dois dire, était un format assez positif pour nous parce que nous avions notamment sur les affaires d'Ukraine, nous avions des convergences de vues assez fortes avec nos amis polonais. J'ai d'ailleurs poursuivi, je vous le dis, après mon retour, le dialogue avec le président de la Diète, le président de la Commission des affaires étrangères de la Diète, puisqu'il y a eu une commémoration, un dîner de commémoration à l'ambassade de Pologne de l'entrée de la Pologne dans l'OTAN, dont il était l'invité d'honneur, et je l'ai moi-même, après, traité ici, invité en tête-à-tête, et nous avons, je crois, noué des relations personnelles qui devraient être fécondes avec la nouvelle Diète. Alors, nos échanges avec... il y a un élément aussi qu'il faut porter à votre connaissance, c'est que, semble-t-il, mon homologue allemand a fait, semble-t-il non, c'est sûr, a fait part de son intention de ne pas se représenter aux élections du Bundestag dans quelques mois, puisque c'est en septembre 2005 que les élections vont avoir lieu, 2025, pardon, dans ce pays. Et c'est intéressant parce que ça contribue à libérer un peu sa parole. Alors j'avais mesuré qu'il était sur une ligne assez différente de celle du chancelier, beaucoup plus engagé aux côtés de l'Ukraine que ne l'est le chancelier. Donc tout ça était assez intéressant. Alors nos échanges avec nos collègues allemands et polonais ont particulièrement porté sur la guerre en Ukraine, le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN qui se tiendra à Washington en juillet, ainsi que sur l'élargissement de l'Union européenne. C'était les trois sujets qu'on avait évoqués, qu'on avait retenus, et évidemment, on était incapable de les traiter de façon satisfaisante complètement. On ne peut, dans ces cas-là, que les évoquer. Mais malgré quelques nuances d'approche, une grande convergence de vues s'est dégagée entre nous, ce qui me conforte dans l'idée que nous devons absolument entretenir ces échanges dans la durée. Avec les Allemands, il faut, je crois, me semble-t-il, véritablement toujours maintenir une relation quotidienne nourrie, forte, car nous sommes tellement différents sur le plan psychologique que si nous n'entretenons pas une certaine intimité, nous arrivons vite au malentendu. Je crois que c'est une... Bon, nous ne sommes plus à huis clos, mais je crois qu'on peut dire ça quand même. Nous avons saisi l'opportunité de ce déplacement à Berlin pour mener en complément un certain nombre
d'auditions et d'entretiens. Ce faisant, nous avons pu prendre le pouls côté allemand de l'état de la relation bilatérale et de la diversité des prises des attitudes allemandes sur les grands sujets du moment, pas sur Israël. Je crois que là, il y a une attitude extrêmement ferme et classique de l'État, de la République fédérale, mais notamment sur la question ukrainienne, on a le sentiment d'une approche plus diaprée. Je crois pouvoir dire que tous les entretiens ont été riches et intéressants. Nos collègues vont à présent vous livrer leurs conclusions, à la fois sur la relation bilatérale et sur la pertinence du dialogue conduit dans le cadre de cette diplomatie parlementaire. Alors je précise que Mme Tanguy ne peut malheureusement pas participer à nos échanges en raison de sa participation pour le compte de l'Assemblée nationale du Conseil de l'Europe à la réunion plénière du réseau parlementaire mondial de l'OCDE. Elle m'a prié de l'excuser de n'être pas parmi nous, et ce qui n'enlève rien à la contribution importante à notre déplacement à Berlin. Maintenant, je vais évidemment donner la parole à nos collègues, et l'intervenant numéro 1 sera M. Bilongo sur la relation franco-allemande, une relation fondamentale sur de nombreux plans. Ce titre assez elliptique, vous allez tout de suite l'éclairer, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'étais très heureux de participer à ce déplacement. Je remercie Monsieur l'administrateur, Monsieur Saunier, pour l'organisation, et aussi j'ai eu aussi un départ prématuré avec vous, Monsieur le Président. Et oui, je remercie Madame Avne Tenson pour sa justesse et l'organisation, et pour ce retour très, très rapide. Donc, effectivement, une relation franco-allemande fondamentale sur de nombreux plans. La République fédérale d'Allemagne est la première puissance économique et démographique de l'Union européenne, constituée de 16 Länder. Elle est peuplée de 83,4 millions d'habitants, affichant un PIB de 3 867 milliards d'euros en 2022. La réussite économique du pays s'appuie sur un réseau dense d'entreprises de taille moyenne et intermédiaire, donc des PME et des ETI, à la compétitivité restaurée par les réformes du marché du travail engagées en 2002 et en 2005. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont orienté leur politique bilatérale autour de l'approfondissement de leur réconciliation, gage de prospérité et de stabilité. Aujourd'hui, les deux pays sont des partenaires essentiels l'un pour l'autre, à tel qu'on appelle en France le couple franco-allemand et en Allemagne le moteur franco-allemand. À bien des égards, le ciment de la relation bilatérale est la collaboration décentralisée et la coopération culturelle, grâce notamment à de nombreux organismes binationaux. L'Office franco-allemand à la jeunesse, qui est le plus ancien, promeut des activités et des échanges dans tous les domaines concernant la jeunesse. Depuis sa création en 1963, il a permis à plus de 9 millions de jeunes de se rencontrer. S'agissant de l'éducation et de la formation, l'Université franco-allemande, UFA, instituée en 1997, s'appuie sur un réseau de 170 établissements d'enseignement supérieur français et allemand qui proposent un cursus intégré du premier au troisième cycle, débauchant sur plus de 140 diplômes binationaux, ainsi que des programmes de recherche communs. Quelques 6 300 étudiants sont inscrits dans un cursus intégré financé par l'UFA. Il existe 2400 coopérations universitaires franco-allemandes. La France entretient aussi, sur le territoire allemand, un dense réseau de coopération culturelle, académique, scientifique et technique, avec pas moins de 11 instituts français, 13 structures binationales, centres culturels et antennes franco-allemandes, un centre de recherche en histoire à Francfort et 15 établissements d'enseignement de français. Les relations économiques et commerciales entre la France et l'Allemagne sont aussi très importantes. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la France, premier fournisseur. Les importations françaises depuis l'Allemagne représentent en valeur 90,7 milliards d'euros en 2023. Et elle est aussi notre premier client des exportations françaises outre-Rhin à hauteur de 82 milliards d'euros. Donc il y a un différentiel de 8 milliards. Inversement, la France est le quatrième partenaire commercial de la République fédérale, derrière la Chine et les États-Unis, et même les Pays-Bas. Les économies françaises et allemandes sont extrêmement imbriquées et complémentaires. Cette proximité est d'autant plus étroite depuis la création de l'euro. Cette forte intégration des économies a pour conséquence l'existence d'une forte densité d'investissements croisés de part et d'autre. En effet, environ 3000 sociétés implantées en Allemagne sont détenues par des investisseurs français et emploient plus de 400 000 personnes, tandis que 4500 entreprises allemandes sont implantées
en France, où elles emploient 320 000 personnes, donc un différentiel de 80 000 salariés. Symbole de la volonté commune de peser ensemble davantage sur la scène géopolitique mondiale, des rapprochements structurants dans les domaines de la politique extérieure et de la défense ont été opérés ces dernières années. Une coopération étroite a ainsi été engagée dans la production d'armements, avec le missile Milan, l'hélicoptère Tigre, Airbus A400M, le missile Météore. Elle a permis l'émergence de groupes industriels communs, puissants comme Airbus et KNDS. Le 13 juillet 2017, le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité a décidé du lancement des projets très ambitieux, dont les deux plus emblématiques sont le char de combat du futur, MGCS, dans le domaine de l'armement terrestre, et le système de combat aérien du futur avec le SCAF, qui repose sur un avion de combat de nouvelle génération dans le domaine aéronautique. Notons enfin que la France et l'Allemagne sont associées au sein de l'Agence spatiale européenne et coopèrent étroitement au sein des programmes Ariane et Galileo. Nos deux pays sont également lancés dans un processus de rapprochement de l'instrument diplomatique, sans pour autant aller jusqu'à une mutualisation des moyens, tant ces réseaux sont intrinsèquement liés à la souveraineté propre à chaque État. Des projets de coalition diplomatique sont ainsi initiés, notamment à Dhaka au Bangladesh, et des échanges de personnel diplomatique ont lieu régulièrement. Notre délégation a ainsi pu faire la connaissance d'une jeune diplomate française rattachée à la ministre déléguée chargée des Affaires européennes et du climat. On pourrait également multiplier différents aspects des différentes collaborations qui existent avec différents parlements franco-allemands. Et je laisse mon collègue député de l'Oise vous donner plus de détails. Je vous remercie. Merci Carlos. Monsieur Guignot, député de l'Oise. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, en préambule, je tiens à remercier les administrateurs qui ont participé notamment à la rédaction de ces rapports, et puis également les organisateurs du déplacement, et puis aussi Monsieur Saunier qui, par sa présence, nous a parfois particulièrement aidés. Je confirme et j'atteste que ce déplacement ne fut plus un déplacement touristique, puisque je crois avoir compté pas loin d'une dizaine de réunions et de rencontres en une trentaine d'heures où nous avons été présents donc à Berlin. Même pas le temps d'aller déguster une bière, nous avons effectivement travaillé. Voilà, c'est la vérité. Eh oui, c'est la vérité. Alors, l'Allemagne, première puissance économique européenne et élément politique moteur avec la France de l'Union européenne, la République fédérale d'Allemagne, fait face depuis plusieurs années déjà à un bouleversement de ses fondamentaux. L'économie allemande, tout d'abord, se trouve bousculée par les mutations récentes du marché de l'énergie et du commerce international. Le pays occupe depuis 2007 le 4e rang économique mondial derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Toutefois, après une croissance de 1,9% en 2022, l'économie nationale allemande donc est entrée en récession en 2023. Le PIB a ainsi baissé de 0,3% l'an passé. Cœur de la compétitivité du pays, l'industrie a pâti nettement de l'inflation, 6,9% en 2022, 5,9% en 2023 en rythme annuel, et du ralentissement de la demande américaine, chinoise et mondiale. La production de l'industrie manufacturière hors construction s'est ainsi contractée de 2% en 2023 et en novembre dernier, elle a enregistré son 6e mois de baisse consécutive. Les exportations, quant à elles, était en recul de 1,8%. De fait, les secteurs les plus énergivores ont été fortement pénalisés par l'inflation des prix de l'énergie depuis 2022, la fermeture des centrales nucléaires du pays ayant conduit les autorités fédérales à privilégier les approvisionnements en gaz russe bon marché jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine. Dans le même temps, la situation du commerce international, notamment avec la Chine, qui est le premier partenaire commercial du pays et son premier fournisseur, s'est dégradée sous l'effet d'une conjoncture moins porteuse. De fait, l'Allemagne fait aujourd'hui face à une remise en question des fondements de son développement économique. Conscient de ce défi, le gouvernement fédéral a décidé de lancer une décennie d'investissements d'avenir pour l'action climatique, le numérique, l'éducation et la recherche, ainsi que les infrastructures. Néanmoins, ces marges de manœuvre financières se trouvent quelque peu limitées par le cadre constitutionnel du frein à la dette qui limite à 0,35% le déficit budgétaire annuel. Parallèlement à cette évolution de la conjoncture allemande, le pays s'est engagé dans la voie d'un changement assez notable de sa posture géopolitique, à telle enseigne que d'aucuns parlent de réveil de l'Allemagne.
Il n'est pas inutile de rappeler à titre liminaire que le poids de l'histoire explique l'attachement allemand au cadre multilatéral. L'Allemagne est le 4e contributeur au budget des Nations Unies et européen, ainsi que la position en retrait du pays vis-à-vis d'actions militaires à l'étranger. Pour mémoire, la République fédérale était en 2022 le second donateur mondial d'aide humanitaire, avec 3,5 milliards d'euros, atteignant ainsi l'objectif de 0,7% de son revenu national brut en aide publique au développement. Avant février 2022, l'Allemagne poursuivait avec la Russie de nombreuses coopérations économiques, universitaires et scientifiques. Malgré une dégradation de leurs relations politiques, la guerre en Ukraine a provoqué une prise de distance assez nette avec la Fédération russe, la République fédérale allemande s'engageant dans un soutien massif à l'Ukraine à hauteur de 8 milliards d'euros cette année. Cet événement a plus généralement conduit à des changements majeurs dans les orientations géopolitiques du pays, caractéristiques de ce que le chancelier a qualifié devant le Bundestag le changement d'époque, en date donc du 27 février 2022. La puissance civile, voire pacifiste, l'Allemagne se voit ainsi poussée par la menace russe à devenir une puissance militaire. Un fonds spécial de défense doté de 100 milliards d'euros sur 5 ans a ainsi été créé pour dépasser d'ici 2025 l'objectif de consacrer 2% du PIB national par an à la défense et moderniser la Bundeswehr. Corrélativement, la République fédérale a renforcé son soutien militaire aux États membres sur le flanc est de l'OTAN, notamment en Estonie et en Pologne. Plus récemment, la publication de la stratégie nationale de sécurité en juin 2023 et la stratégie à l'égard de la Chine en juillet 2023 ont adressé le signal d'une affirmation internationale plus prononcée de l'Allemagne. Pour résumer, l'Allemagne se voit, malgré elle, contrainte d'évoluer en profondeur. Ces changements ne sont pas anticipés et fondamentalement souhaités, mais plutôt subis et dictés par l'évolution de son environnement. Par voie de conséquence, le pays dans son ensemble se trouve à la croisée des chemins, ce qui engendre certaines inquiétudes, mais crée aussi de l'incertitude, y compris pour notre relation bilatérale. Notre prochain collègue, Madame Cochert, va plus particulièrement, je crois, insister sur cet aspect. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Guignot. Effectivement, l'expression qui revient constamment, c'est la croisée des chemins, et c'est l'expression que Madame Cochert a choisie pour définir le partenaire allemand. C'est à vous, Stéphanie. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais à mon tour vous remercier de m'avoir associé à ce déplacement intense, comme le disait notre collègue, et riche en échanges. Merci également à M. Saunier et à l'ensemble des administrateurs pour l'organisation et le bon déroulement de ce déplacement. On ne remerciera jamais assez M. Saunier. Alors, en effet, par-delà le constat des atouts de l'Allemagne et de la vigueur de la relation bilatérale avec la France, nous avons été frappés lors de notre déplacement par l'accumulation de signaux faibles, de mutations à l'œuvre outre-Rhin, susceptibles d'avoir un impact significatif à l'avenir sur le rapport qu'entretiennent nos deux pays. Ces mutations, pour la plupart, connaissent une accélération du fait de la guerre en Ukraine. Cette dernière a en effet invalidé certains choix stratégiques, consistant notamment à délaisser l'investissement dans la défense au profit du désendettement et à privilégier le multilatéralisme dans les fondamentaux géopolitiques. À cet égard, le diagnostic du chancelier au sujet du Zeitenwende s'est révélé totalement juste. Mais de fait, la traduction opérationnelle des choix que ce changement d'époque impose prendra nécessairement plusieurs années. Le choc de la guerre en Ukraine est aussi économique. Le tissu économique et industriel allemand est apparu plus hétérogène qu'imaginé. Alors que le coût de l'énergie baisse, la croissance potentielle du pays, qui peine à dépasser 0,5% du PIB, reste 2 fois inférieure à celle de la France, ce qui révèle la persistance de problèmes structurels significatifs liés au coût de la main-d'œuvre, au manque de main-d'œuvre évalué à 400 000 travailleurs chaque année et à une relative impréparation aux nouvelles technologies et à la révolution numérique. De manière générale, nous avons le sentiment que les décideurs allemands cherchent aujourd'hui encore, dans une certaine mesure, la vision de long terme qu'ils entendent suivre pour les années à venir.
Certes, quelques lignes directrices affleurent, à l'instar du choix de s'en remettre à des énergies totalement renouvelables ou du retour à un certain réalisme en politique extérieure que traduisent un soutien sans équivoque à l'Ukraine et à la conviction largement partagée que la Russie constitue une menace pour le pays. Pour autant, les tâtonnements et certaines incertitudes persistent. Il en va ainsi de la vision allemande de la défense européenne. Si l'OTAN demeure clairement le fondement de la sécurité collective pour beaucoup d'interlocuteurs rencontrés à Berlin, il est plus difficile de cerner les contours que doivent prendre pour les Allemands l'effort commun de défense des Européens. Il en va également ainsi de la souveraineté alimentaire de l'Europe, dans la mesure où les responsables allemands ne se cachent pas de soutenir l'agro-business qui bénéficie des accords de libre-échange, tout en promouvant officiellement aussi une agriculture de qualité et de proximité, à même de répondre aux besoins alimentaires des quelques 450 millions d'individus vivant dans l'Union européenne et qui, pourtant, la première victime d'un libéralisme commercial totalement assumé. C'est dans ce contexte de doute et de morosité assez palpable que plusieurs peurs allemandes semblent ressurgir. La première de ces peurs est celle de la guerre et explique le positionnement du chancelier fédéral Olaf Scholz sur la non-livraison à l'Ukraine de missiles Taurus. La volonté de ne pas entrer en co-belligérance et de ne pas exposer le pays à des actions hostiles de la Russie est la plus forte, d'autant que le chef du gouvernement est soutenu par plus de 60% de l'opinion allemande sur ce point. La deuxième inquiétude porte sur le risque de désindustrialisation du pays. Ce secteur subissant de plein fouet le renchérissement durable du coût de l'énergie, mais aussi l'insuffisance chronique des investissements publics du fait des restrictions à l'endettement. C'est ainsi que l'Allemagne ne se situe pas aujourd'hui à la pointe de l'intelligence artificielle, considérée pourtant comme une technologie de rupture, et qu'elle est en réticence à se désengager de la Chine, alors même que l'Union européenne et les États-Unis militent pour l'adoption d'une stratégie de de-risking. Effet collatéral d'un certain affaissement économique, la peur du déclassement social a étreint une large partie des salariés allemands. Sa manifestation la plus évidente est l'apparition d'une nouvelle conflictualité sociale dans le pays aujourd'hui. Alors que jusqu'en 2022, le nombre de jours chômés y était très inférieur à celui de la France, l'an passé a marqué, de l'aveu des milieux patronaux allemands, une véritable dynamique nouvelle dans ce domaine. Enfin, la crainte de l'extrémisme apparaît comme la dernière grande peur de l'Allemagne en 2024. Entre janvier et février, des manifestations très significatives rassemblant plusieurs centaines de milliers de citoyens et parfois plus d'1 million à travers de nombreuses villes de Länder différents ont fait suite aux révélations de presse sur une rencontre secrète à Potsdam en novembre 2023 en présence de quelques responsables de l'AfD au cours de laquelle aurait été évoqué un projet de remigration s'appliquant y compris à des citoyens allemands d'origine étrangère. L'ampleur et la vigueur de ces mobilisations marquaient une préoccupation significative par rapport au risque de résurgence de certains démons du passé. Devant toutes ces angoisses, la possibilité d'une forme de repli sur soi de l'Allemagne n'est pas à écarter. Or, un tel constat plaide pour que, loin de laisser ce partenaire seul face à lui-même, le dialogue et les coopérations se développent afin de l'engager sur une voie commune mutuellement bénéfique. C'est tout l'enjeu de la préservation du couple ou du moteur franco-allemand dont va parler à présent notre cher collègue. Merci Madame Kochert, c'était un portrait tout en nuances qui était extrêmement précieux et qui nous fait vraiment réfléchir. Monsieur Forissier, cher Nicolas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais évidemment remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés, vous au premier chef, Monsieur le Président, parce que vous avez quand même animé cette mission. Et je ne voudrais pas oublier l'ambassadeur de France, qui, avec toutes ses équipes, nous a été extrêmement précieux et qui, je me permets de le dire, je ne sais pas si ça se dit d'un ambassadeur, mais représente notre pays au plus haut niveau. Je lui ai écrit de façon très nette et je lui ai dit notre profonde admiration et notre satisfaction de voir la France représentée par un diplomate de cette qualité. Alors, à ce stade de notre présentation et en fonction des sujets qu'on s'est répartis, il me revient d'évoquer, tu viens de le dire, le couple ou le moteur franco-allemand. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'en France, on parle de couple et qu'en Allemagne, on parle de moteur, ce qui veut dire beaucoup de choses sur le plan
culturelle. Et c'est vrai qu'il s'agit là, en tout état de cause, d'une relation particulière qui doit s'appuyer plus que jamais, et c'est notre sentiment, et ce que nous voudrions dire particulièrement aujourd'hui, sur les échanges parlementaires. Le président disait tout à l'heure qu'il y avait vraiment une nécessité d'avoir des relations soutenues, quasi quotidiennes avec nos partenaires allemands, parce que nous avons des différences psychologiques, culturelles évidentes. Et il est clair que, nous semble-t-il, les échanges parlementaires sont de ce point de vue, très nécessaires. Par son intensité et sa diversité, la coopération franco-allemande est, je l'ai dit, sans équivalente sur la scène internationale. Elle a été scellée, rappelons-le, par le traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963. Il faut rappeler que ce texte fondateur a mis en place un calendrier très contraignant de rencontres régulières à tous les niveaux. Le traité sur la coopération et l'intégration franco-allemande, signé le 22 janvier 2019 à Aix-la-Chapelle, a approfondi cet édifice institutionnel. Et rappelons enfin qu'en parallèle de tout cela, l'Assemblée parlementaire franco-allemande a été créée par un accord parlementaire approuvé le 11 mars 2019 par l'Assemblée nationale et le 20 mars suivant par le Bundestag. Et selon nous, cette instance, dont nous venons de célébrer le 5e anniversaire, a vocation à jouer un rôle plus important encore à la lumière du contexte que je viens de rappeler. La relation franco-allemande repose aussi sur des liens interparlementaires étroits, multiformes, réguliers, qui prennent beaucoup de formes en de multiples occasions. Nous avons les deux groupes d'amitié, les divers organes ou instances de l'Assemblée nationale et des Bundestag se rencontrent à échéances régulières, et de même au sein des assemblées interparlementaires telles que celle du Conseil de l'Europe, les délégations françaises et allemandes se retrouvent très régulièrement et travaillent assez souvent, pouvons-nous le dire, de concert. Sous la 15e législature, l'habitude a été prise de réunir chaque année en alternance à Paris ou à Berlin les commissions des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Bundestag afin de débattre de thématiques en lien avec l'actualité. Et ces échanges, rappelons-le, donnent généralement lieu à des consultations plus larges qui permettent de porter une appréciation plus globale sur l'état de la relation franco-allemande. À Berlin, ainsi, nous avons pu avoir un certain nombre d'échanges avec des responsables gouvernementaux. Je voudrais citer Mme Franziska Brandner, secrétaire d'État parlementaire auprès du vice-chancelier et ministre de l'économie et du climat, Mme Anna Luhrmann, ministre déléguée chargée des affaires européennes et du climat, M. Jörg Kukies, secrétaire d'État en charge des affaires économiques et européennes. Mais nous avons aussi rencontré le président de la Fondation Konrad Adenauer, M. Norbert Lammert, qui fut président du Bundestag, ainsi que des représentants des fédérations professionnelles ou de différents think tanks économiques pour évoquer la manière dont les Allemands perçoivent l'insertion de leur économie et des économies européennes dans le monde post-Covid. C'était aussi une dimension économique qui nous importait. Un tour d'horizon avec les principaux responsables des services de l'ambassade de France autour de M. l'ambassadeur François Delatte, je l'ai rappelé tout à l'heure, a été aussi extrêmement utile, je veux le souligner. Tous ces entretiens, auxquels s'ajoutent les échanges quasi permanents entre députés français et allemands sur des sujets d'intérêt mutuel, permettent d'améliorer la compréhension réciproque des législateurs nationaux à l'égard des préoccupations du moment de notre partenaire, soit allemand pour ce qui nous concerne, soit français pour ce qui concerne nos amis allemands. Ils nourrissent une relation bilatérale de perception concrète, d'attentes ressenties auprès des populations, ce qui permet, au fond, au volet parlementaire de la relation franco-allemande, d'avoir un caractère important qui mérite, selon nous, d'être cultivé, puisqu'il fait remonter des réalités ressenties par les représentants du peuple que nous sommes. Et je crois que c'est nécessaire dans cette relation. Le réflexe franco-allemand, s'il existe toujours et conserve un effet d'entraînement certain à l'échelle européenne, ne paraît plus aussi évident que par le passé à Berlin. Mais ce constat, soulignons-le, vaut beaucoup moins lorsqu'il s'agit des parlementaires qui exercent une influence majeure dans le système politique allemand et qui, eux, sont beaucoup plus attachés, nous semble-t-il, au réflexe franco-allemand. Sur bien des sujets d'intérêt mutuel, les échanges d'idées et de propositions au niveau parlementaire présentent l'avantage de défricher des possibilités de compromis. S'agissant de dossiers aussi structurants, ça a été évoqué avant moi, que les SCAF ou le MGCS, par exemple, les parlementaires allemands que nous avons rencontrés nous ont assuré qu'il n'y avait pas de doute à avoir sur la détermination de l'Allemagne à aboutir, alors même que certains acteurs du dossier craignent
une forme d'essoufflement en dépit de la relance politique initiée lors du sommet des ministres de la Défense à Évreux le 22 septembre 2023. Donc nos interlocuteurs parlementaires étaient plutôt rassurants sur la pérennité et l'avenir de ces programmes. La Fondation Konrad Adenauer a elle aussi plaidé pour que les parlements des deux pays travaillent à dissiper les malentendus quand il y en avait. Et ce message nous conduit ainsi à préconiser deux choses principalement. En premier lieu, que les délégations des différentes commissions permanentes, toutes les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Bundestag se rencontrent plus régulièrement afin d'aborder les différents paramètres de la relation bilatérale et afin de lever les éventuelles incompréhensions. Dans l'idéal, il faudrait que chaque année, la plupart des commissions aient l'opportunité d'avoir une réunion pour des discussions sur des sujets préalablement arrêtés de concert, à l'instar de la pratique qui a été instaurée d'ores et déjà entre nos commissions des affaires étrangères. Et en second lieu, notre recommandation serait que l'Assemblée permanente franco-allemande, la PFA, intensifie ses travaux et se réunisse plus régulièrement. J'avais eu l'occasion moi-même de m'en faire l'avocat, Monsieur le Président, lors de la dernière réunion, afin de débattre de sujets d'intérêt commun, de portée concrète. Et je pense que cette Assemblée permanente est extrêmement intéressante et permet d'aller très loin dans la relation interparlementaire et donc dans le soutien à la compréhension de nos deux pays. Cette Assemblée a adopté des textes importants, tels la résolution commune intitulée « Soutenir le développement de nos économies par l'harmonisation des droits français et allemands des affaires et des faillites » en 28 juin 2021, ou encore la délibération du 4 décembre 2023 pour l'utilisation transfrontalière du Pass Culture et du Culture Pass pour les jeunes. Les exécutifs, c'est tout le sujet de la diplomatie parlementaire, mais les exécutifs doivent faire confiance aux parlementaires pour jeter des ponts, ouvrir des perspectives de coopération, accroître les compréhensions et parfois même aider à transmettre des messages. L'expérience montre que les initiatives des responsables politiques connectés au plus près du terrain sont en plus souvent porteuses d'avancées significatives. Et c'est ainsi que nous raffermirons nos liens avec l'Allemagne, mais aussi, je crois, Monsieur le Président, que vous voulez nous en parler, avec la Pologne, puisque c'est la dernière partie de notre présentation. Une partie de ce déplacement s'est déroulée sous le format Weimar, comme on le dit maintenant, traditionnellement, avec nos amis polonais. Merci beaucoup. Je vous remercie, mon cher collègue. Toutes ces analyses sont absolument convergentes. Je vais ajouter la mienne sur le triangle de Weimar. Mais une précision d'abord, je trouve notamment en réponse pas en réponse, mais en complément de ce qu'a dit Stéphanie Kochert, je pense qu'il faut bien voir que l'Allemagne actuellement, on glose beaucoup dans les médias sur la mésentente franco-allemande, sur le fait que le chancelier fédéral et le président de la République ne s'entendent pas très bien, sur le fait que l'Allemagne s'écarterait de la voie européenne. Je crois qu'il faut bien voir aussi que des forces de rappel à l'Union sont extrêmement puissantes en Allemagne, comme en France d'ailleurs. En France, on va voir, mais en Allemagne, c'est tout à fait net. Je pense que les Allemands sont au moins aussi préoccupés que l'ensemble des Européens de la montée de l'extrême droite dans leur pays. Et la mobilisation de l'opinion allemande contre l'AfD a été quelque chose de tout à fait précieux, tout à fait important, et a d'ailleurs fait reculer les intentions de vote de ce pays qui avait effectivement fait des propositions assez démentes en matière notamment d'immigration, des propositions qui étaient extrêmement inquiétantes. Et de toute manière, l'AfD est inscrite dans une histoire qui suscite beaucoup de méfiance. Donc je crois que les forces sont là. De même, la tendance à la neutralité, elle a été combattue par des éléments assez inattendus, puisque ce sont les Verts qui ont initialement pris l'initiative, il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères de l'époque prit l'initiative d'engager les forces allemandes
dans des opérations extérieures, certes non létales, mais enfin des opérations extérieures impressionnantes. Et là, nous avons bien vu que notamment les éléments, les deux secrétaires d'État que nous avons rencontrés, enfin l'une que vous avez rencontrée, l'autre que nous avons rencontrée ensemble, ont été extrêmement fermes sur la nécessité de l'engagement aux côtés de l'Ukraine. Et c'est ça la seconde remarque que je voulais faire, c'est qu'en réalité, il faut bien voir que dans l'ensemble des formations politiques allemandes, il y a une préoccupation extrêmement vive de la nécessité d'être solidaire du combat de l'Ukraine. Il n'y a pas un affaissement géopolitique, même s'il y a une crainte qui est assez forte de la guerre. La guerre, c'est une grosse catastrophe. La guerre, c'est horrible, et les Allemands ont peur d'une guerre avec la Russie, d'où l'inquiétude qu'ils révèlent à l'idée d'exporter les taurus. Enfin, mais je crois que ça ne... Quand on regarde les chrétiens démocrates, que ce soit les chrétiens démocrates de l'Union ou les Bavarois, les libéraux, les Verts, une grande partie des sociaux-démocrates, on a quand même un corpus politique qui est très profondément solidaire des valeurs sur lesquelles s'est fondée l'Union européenne il y a 80 ans, enfin un peu plus de 80 ans. Bon, donc je crois que c'était quelque chose qui est réconfortant. Ce qui est clair, c'est que il y a une très grande inquiétude allemande, pour les raisons que vous avez très bien exprimées, sur leurs fondamentaux. Tous les fondamentaux ont été mis en cause simultanément. Le fondamental sécuritaire avec le Trumpisme à l'horizon, la sécurité énergétique avec la crise avec la Russie, la sécurité du modèle exportateur avec le tassement de la croissance en Chine et l'émergence d'une concurrence, notamment en matière automobilistique, de la part de la Chine. Tout ça a joué ensemble, et c'est ajouté aux problèmes traditionnels de la société allemande, qui est la faiblesse assez historique de leur système bancaire, qui freine l'investissement alors qu'ils ont un besoin important d'investissement. C'est la contrepartie d'une rigueur budgétaire excessive, c'est qu'ils ont peu, excessive la nôtre. Nous ne sommes pas d'un laxisme budgétaire excessif, mais eux font preuve d'une rigueur budgétaire excessive, et ça freine l'investissement. Et puis également les problèmes très très graves de ressources démographiques, de main-d'œuvre, que l'immigration contribue à limiter ces problèmes, mais ils sont très précis. Quand on discutait avec les experts de l'ambassade, il était très très clair que les entreprises allemandes sont freinées dans leur développement par le manque de personnel. Donc tout ça compose un paysage qui est vécu avec inquiétude par les Allemands, et qui les conduit non pas à se brouiller avec nous, c'est pas ça le problème central, mais à se tétaniser, à se replier un peu sur eux-mêmes, à appliquer la doctrine de Mao, sur laquelle le révolutionnaire ne peut compter que sur ses propres forces, et donc les incite à une sorte de Sonderweg, de voie originale, et ça c'est très dangereux, et il faut l'éviter. Et c'est là, habile transition de ma part, c'est là où j'arrive au triangle de Weimar. Je crois que la reconstitution du triangle de Weimar est un élément important du maintien de l'Allemagne dans une sorte de conception européenne générale qui est conforme à leur message historique, qui était celui du chancelier Kohl, celui de Wolfgang Schäuble d'un côté et celui d'Helmut Schmidt de l'autre. C'est-à-dire que l'Allemagne moderne ne peut exister que dans et par l'Europe, et qu'il faut il y a une identification, une confusion entre l'identité allemande et l'identité européenne, qui est la seule façon pour eux de vivre le rapport à la nation qui ne soit pas un rapport à l'agressivité et un rapport à l'isolement au sein de l'ensemble européen. Ces fondements-là, ils sont à mon avis profondément servis par le triangle de Weimar.
Et je vais pas dans le rapport, on dit tout sur le triangle de Weimar, et je remercie vraiment les fonctionnaires qui l'ont fait. Mais je crois que il faut partir. Il faut partir de l'idée de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer avait dit très clairement, parce que un esprit simple et cohérent, Adenauer, l'objectif de la politique allemande, c'est de nous réconcilier avec la France, avec Israël et avec la Pologne. S'il avait tiré conséquences extrêmement précises de la Seconde Guerre mondiale, alors je ne parlerai pas d'Israël, ça pose des problèmes, comme on l'a vu tout à l'heure en écoutant Mme Griot, mais la France, ça a été sa grande œuvre. La Pologne s'était barrée par la guerre froide et par la prise de contrôle de l'État polonais par l'État soviétique, mais maintenant, cette affaire est libérée, et dès que la Pologne est redevenue libre, on a lancé en 91 le triangle de Weimar. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une solidarité dans cette double réconciliation. Et nous avons eu un parcours, je crois, assez brillant de modernisation et de développement de la Pologne au cours des 30 dernières années. Je crois que c'est un des succès. L'Union européenne n'a pas que des succès, c'est moins qu'on puisse dire. Mais là, c'est un des succès de l'Union européenne. Et ça a été un élément qui aurait dû porter ses fruits politiquement. Ça n'a pas porté ses fruits politiquement parce que la Pologne a choisi, selon des habitudes qui sont les siennes, la Pologne a toujours une extrême difficulté à choisir entre ses inimitiés. Elle n'aime pas l'Allemagne pour des raisons historiques, elle n'aime pas la Russie pour des raisons historiques et politiques, et elle s'est donc enfermée dans une sorte de double négation, alors même, en tout cas son gouvernement, alors même que la population polonaise elle-même était très favorable au développement de l'Union européenne. Cette affaire a été, en quelque sorte, cette fatalité a été brisée par les résultats de l'élection du septembre. On verra si c'est durable. Et à ce moment-là, nous rentrons dans un cadre qui est un cadre, à mon avis, très positif, où l'accord entre la Pologne et la France est un élément de stabilité et amène les Allemands à pratiquer aussi avec nous une sorte de politique de coopération. C'est ça le climat du nouveau triangle de Weimar tel qu'il se développe, et parlementairement, bon, ce n'est que de la diplomatie parlementaire, mais parlementairement, on a eu une très bonne réunion à Berlin avec nos amis allemands et polonais. Ensuite, je l'ai dit, on a poursuivi personnellement, j'ai poursuivi le dialogue avec mon homologue polonais, et je pense qu'il y a là quelque chose de très, très positif, car ça nous permettra d'aborder les échéances à la fois géopolitiques sur l'Ukraine d'une façon plus rassurante pour les Allemands. L'idée qu'il y ait un pouvoir, une nation militairement assez forte, comme la nation polonaise, l'État polonais, entre la Russie et l'Allemagne, est un facteur de réconfort pour les Allemands, dès lors que ce pouvoir polonais ne leur est pas hostile, comme il l'était dans la phase précédente. Donc il y a cet aspect des choses. Deuxièmement, il y a l'idée que nous aborderons d'une façon un peu identique donc les problèmes d'élargissement. Les Polonais sont très ouverts sur l'Ukraine et en même temps très désireux de voir leurs intérêts leurs intérêts non mis en cause par une irruption brouillonne de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ça rejoint nos préoccupations, notamment nos préoccupations agricoles, et ça rejoint aussi les préoccupations allemandes. Troisièmement, sur le plan institutionnel, à partir du moment où les Polonais sortent du blocage dans lequel anti-Union européenne, dans lequel ils étaient tant que le PiS contrôlait la politique polonaise, ça donne des marges de manœuvre et des marges de réflexion
pour une adaptation institutionnelle de l'Union européenne, qui est évidemment le prélude à la fois à sa montée en puissance sur le plan de la politique extérieure et de la politique de défense, et sa montée et son élargissement géographique qui se fasse dans des conditions qui ne soient pas des conditions de paralysie générale de l'Union européenne, ce qui serait le cas si on élargissait sans modifier le cadre institutionnel. Donc tout ça compose, à mon avis, un paysage très positif. Et là, nous sommes tout à fait au début de ce nouveau chemin. Les Polonais ont changé de gouvernement il y a quelques mois, mais je pense qu'il y a là un levier qui est tout à fait important. Et c'est bien l'impression qui s'est dégagée des contacts que nous avons eus dans l'après-midi avec nos collègues allemands. Je pense que tous les trois délégations ont parlé d'une façon relativement d'une seule voix et ont marqué les unes et les autres leur conviction profonde que ce qui devait se faire à l'avenir en Europe devait se faire ensemble. Donc je crois que de ce point de vue-là, ça n'est pas une solution, le triangle de Weimar, mais c'est une contribution à ce que tout ce qui a été décrit par mes collègues en termes d'incertitude, d'inquiétude, de remise en cause, d'ère nouvelle, de changement d'époque, que tout ça puisse être géré, qui existe et qui est réel, puisse être géré d'une façon relativement harmonieuse. Voilà ce que je veux dire. Peut-être suis-je un peu idéaliste. Quand je parle d'Europe, je suis toujours un petit peu idéaliste, mais vous êtes là, mes chers collègues, pour me rappeler à la réalité. Pour vous conforter, Président. Voilà, et je voudrais quand même renouveler bien sûr, les félicitations et les remerciements que nous devons à notre administration. Et j'ai dit ce que je pensais, et ce que nous pensons tous, de la qualité intellectuelle, morale et humaine de M. Delattre, notre ambassadeur à Berlin. Mais chez nous, je dois dire une fois de plus toute ma gratitude et toute notre gratitude à l'administration et à son chef de division, Laurent Saunier, que je me félicite tous les jours de voir à la tête de l'administration de la Commission. Voilà, maintenant, ces compliments faits, qui ont épuisé mes capacités de bonté, nous allons donner la parole aux représentants des groupes, et d'abord pour Renaissance à Benjamin Haddad. Merci, Monsieur le Président, et félicitations à tous les rapporteurs pour ce rapport effectivement très riche, très intéressant sur la relation bilatérale, les voies d'amélioration, d'approfondissement. Tout d'abord, laissez-moi aussi me joindre d'ailleurs à vos compliments envers notre ambassadeur, Monsieur Delattre, sur place, qui effectivement fait un travail remarquable pour représenter notre pays et pour accueillir les différentes délégations parlementaires qui se rendent régulièrement à Berlin, puisqu'en effet, cette relation bilatérale, et vous l'avez bien sûr dit, Monsieur le Président, dépasse largement la question de la relation personnelle entre un président, un chancelier. On a eu beaucoup de duos, de tandems au cours de la Ve République. Vous êtes allé à Munich vous-même d'ailleurs. Et je suis allé à Munich aussi récemment. Et bien sûr, elle inclut les parlementaires, les entreprises, les nombreux expatriés. Je passe sous l'autorité de notre collègue Frédéric Petit. C'est une relation extrêmement profonde et riche. Mais c'est une relation qui, en effet, ne doit pas être exclusive. Et ça a peut-être été, à une certaine époque, le tort, le travers dans lequel nous avons pu tomber. Et c'est pour ça que je me réjouis de la place que vous avez accordée au triangle de Weimar et à la relation trilatérale entre la France, l'Allemagne et la Pologne dans vos travaux. Vous l'avez déjà longuement évoqué, mais je serais très intéressé de voir déjà au niveau parlementaire comment, Monsieur le Président et différents collègues, vous voyez la façon dont on peut faire vivre ce triangle de Weimar, et notamment puisque c'est le sujet du moment, sur les questions de défense, l'interopérabilité des armes, le développement de l'Europe de la défense que vous évoquez dans le rapport, la façon dont vous voyez peut-être s'esquisser des évolutions dans les prochains mois. Donc ça, ce serait ma première question. Ma deuxième question, c'est sur le soutien à l'Ukraine, notamment la question des taurus qui fait polémique. Est-ce que vous avez su, dans vos échanges avec vos interlocuteurs, départager ce qui relevait, selon vous, de la personnalité, les inquiétudes, les préventions du chancelier lui-même,
et plus généralement l'opinion publique, le SPD ou le Bundestag? Parce qu'il semblerait peut-être que le chancelier est peut-être isolé sur ce sujet, y compris même au sein de sa coalition ou de son propre parti. Et enfin, une dernière question sur un sujet qui, depuis toujours, oppose, pour des raisons historiques, économiques, nos deux pays, c'est celui de la question de l'endettement européen. Il y a un débat en ce moment qui est poussé par l'Estonie, la France et d'autres sur l'idée de créer un nouveau fonds d'endettement commun européen, comme nous avions su le faire pour sortir et pour relancer les économies européennes, sortir de la crise du Covid. Cette fois-ci, sur la question du militaire et du soutien à l'Ukraine, pourquoi pas de 100 milliards d'euros, c'est ce que propose la présidente estonienne Kaja Kallas. Est-ce que ça fait partie des pistes que vous avez évoquées avec vos interlocuteurs? Est-ce que vous avez pu voir peut-être un peu d'évolution ou d'ouverture d'esprit côté allemand sur ce sujet? Merci beaucoup. Quelqu'un veut répondre à ces... Bon, écoutez, sur le troisième point, je ne crois pas qu'on l'ait évoqué directement pour une raison simple, c'est que je crois qu'on est mal placé dans un cadre aussi restreint. Le problème, c'est, ça répond aussi à la première question, le problème c'est que le cadre de ces échanges est temporellement beaucoup trop restreint pour qu'on puisse faire autre chose qu'évoquer les problèmes et trouver un terrain, une relation personnelle détendue, agréable, qui est promesse d'aborder les choses. Mais là, je trouve que dans la situation budgétaire qui est celle de la France, pas seulement maintenant, parce que nous avons quand même une solide tradition de cigale par rapport à la fourmi allemande, quand nous arrivons en disant on a une idée, on pourrait emprunter, etc., on n'est pas forcément les mieux placés. Je préfère que ce soit Madame Kallas qui le fasse. Elle est plus fondée. Mais c'est évident que le problème se pose de toute manière à travers l'Ukraine. On ne peut pas accepter à partir du moment où on estime qu'il faut aider les Ukrainiens à défendre leur indépendance et à se protéger de l'agression russe, on ne peut pas différer indéfiniment la réalisation des promesses que l'on fait. Et ça implique effectivement un déblocage financier. Si on va... donc là, je crois qu'il faut poursuivre le débat. Et c'est là où, Benjamin, je te répondrai, je crois que le problème, moi, je rencontre ce problème, je me dis, on reste dans la superficie. Dans le superficiel, avec ces rapports, ces rencontres trop épisodiques. Alors, il y a l'Assemblée franco-allemande qui permet effectivement de faire quelque chose de structurel et de permanent. Il ne faut pas que ce soit trop dominé par les problèmes frontaliers, si importants soient-ils, mais il faut aussi, au niveau des commissions, comme ça a été dit d'ailleurs très clairement par Nicolas, il faut effectivement développer cette relation. Alors là, on est confronté à l'embarras de richesse, parce qu'on est sollicité par nos amis italiens, on dit mais il faut parler aux Espagnols, il faut parler aux Polonais, etc. Et là, je suis en train de réfléchir en me disant c'est un peu étourdissant, parce qu'on pourrait réunir cette commission tous les jours de la semaine avec un pays différent et ne plus faire que ça. Donc il faut trouver une relation structurelle, permanente, sans doute d'ailleurs le modèle Weimar étant un bon format, permettant d'avoir les trois pays ensemble, et il faut trouver une relation beaucoup plus régulière et pas aussi épisodique qu'on l'a. Ça, je crois que on réfléchit à ça au sein. Moi, je réfléchis à ça et je pense qu'il faut qu'on fasse des propositions de cet ordre. Mais effectivement, nous sommes tellement sollicités dans nos travaux respectifs par les circonscriptions, par l'action, la séance publique. Nous avons nos réunions, notre ordre du jour obligatoire, les conventions, etc., que j'ai peine à essayer de dégager les moments nécessaires, mais je pense qu'il faut absolument faire ça. La troisième question, la question intermédiaire, c'était... Une question sur les touristes, et notamment Scholz oui, versus le reste de la coalition. Alors là, c'est difficile de savoir exactement comment réagit Scholz. Il y a une part d'abord, visiblement, il faut le reconnaître, de relations assez détériorées sur le plan personnel entre le président de la République et le chancelier.
Bon, ça n'ira pas très loin, mais effectivement, on a eu des ententes meilleures entre les deux chefs de gouvernement ou d'État. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu le problème des troupes. Les troupes, ça a été utilisé comme un marqueur par le chancelier, alors qu'en réalité, l'intervention fondamentale du président de la République n'était pas celle-là, même si médiatiquement, il l'a fait de telle manière que ça ne pouvait être que là-dessus que le buzz se faisait. Mais quand on regarde l'intervention du président de la République, il a dit les troupes, la présence de troupes étrangères en Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. C'est ça le texte. Mais le contexte et le sous-texte disaient le contraire. Donc on a eu une espèce de confusion dont, à mon avis, le chancelier s'est servi parce que, évidemment, c'était un chiffon rouge pour, derrière ça, afficher sa volonté de ne pas livrer le Taurus. Alors je crois que les Allemands sont, et ça ils représentent de ce point de vue-là l'opinion allemande, les Allemands sont inquiets du risque de la guerre. Ils ne veulent pas entrer en guerre contre la Russie. Ils ont peur de tout cela. Ils ont vraiment une phobie assez grande. Simplement, je crois que ça ne conduit pas la plupart, et là il y a une différence très nette, me semble-t-il, entre le chancelier fédéral et l'ensemble de la classe politique allemande, ça ne conduit pas l'ensemble de la classe politique allemande à dire qu'il faut baisser les bras. Et d'ailleurs, le chancelier lui-même en convient, qui rappelle de façon parfois un petit peu excessive sur le plan de la relation avec nous, que l'effort allemand au service de l'Ukraine est le plus important de tous, etc. Donc il y a une volonté quand même tout à fait d'aider ça. Simplement, le Taurus, c'est-à-dire le missile qui peut atteindre la Russie et qui donc pourrait provoquer une intervention des Russes dans la guerre, ça c'est quelque chose qui est un peu un tabou, et à mon avis un tabou assez répandu. Mais c'est pour ça que je crois que la concentration de nos efforts avec les Allemands aujourd'hui, ça serait plutôt comme l'invite Madame Kallas, ça serait de dire mais que fait-on pour appliquer la proposition de Tchèque? Que fait-on pour livrer très vite les obus, les moyens d'artillerie, les avions, les obus à l'Ukraine? Et là, je crois qu'on pourra trouver un terrain d'entente beaucoup plus facilement. C'est à peu près comme ça que je vois, crainte de la guerre et en même temps maintien d'une solidarité très forte à l'égard de l'Ukraine. Je ne sais pas si, est-ce que vous ressentez les choses comme ça? Juste un mot, Monsieur le Président, pour revenir à ce que vous disiez sur les relations. J'avais évoqué soit des relations, des rencontres entre les commissions permanentes et pas seulement les commissions des affaires étrangères. C'est vrai que ça multiplie beaucoup les réunions. Et la deuxième chose que j'avais évoquée, c'était le renforcement ou la plus grande régularité des rencontres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et je pense que c'est ce deuxième point qu'il faut, y compris en associant les commissions, le cas échéant, sur certains sujets. Parce que là, on a une institution qui existe, qui est le résultat d'un accord qui est fait de ces 5 ans et qui, honnêtement, je le trouve, moi, pour y avoir participé une fois, fonctionne. Et donc, je pense que c'est là le lieu, en fait, du renforcement, peut-être, je parle sous le contrôle de Brigitte, mais bon. Très bien. Sur le reste, j'ai rien à redire à la parole du président. Je vais dire quelque chose. Moi, j'ai beaucoup trop parlé, mais... Monsieur Bilongo. Oui, juste un petit point sur la dette. Nous, de par nos échanges, ils sont très réticents à s'endetter par rapport à la guerre. C'est vraiment ce qu'on a ressenti par rapport à nos échanges. Ouais. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, ce que vous avez dit est tout à fait juste, mais on le ressent au cours de chaque discussion, comme d'ailleurs, notamment avec les pays baltes. Les souvenirs, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, et notamment après 1945, sont encore très vifs dans la population civile allemande, notamment. Et l'entrée en conflit avec la Russie, même si elle n'est plus l'Union soviétique, évidemment, fait trembler de peur, je pense, le peuple allemand, et je crois que c'est une donnée dont il faut tenir compte dans les analyses que l'on peut faire ou les projections que l'on peut faire. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti particulièrement comme ça.
Merci. Stéphanie? Oui, j'aimerais juste rajouter, c'est vrai moi j'ai beaucoup parlé de peur, etc., mais c'est quelque chose qu'on a ressenti aussi du côté des parlementaires, cette peur des missiles qui pourraient tomber sur Berlin. Donc il y a peut-être une position moins tranchée que le chancelier du côté des parlementaires. On sent quand même une angoisse par rapport à cette guerre et une volonté quand même de remilitariser l'Allemagne, bien sûr. En restant axé sur tout le côté pacifique du fait de son histoire. Mais je pense, c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas. Oui, on continue. Monsieur Buisson, pour le Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord vous remercier pour ce rapport. Alors, les relations que nous entretenons avec nos voisins allemands sont fondamentales. L'imbrication de nos économies étant particulièrement forte, nous devons apporter une attention d'autant plus accrue à la situation économique, politique et sociale de notre voisin. Les coopérations en toute matière sont primordiales et l'existence de nombreuses institutions de dialogue bilatéral est à saluer, notamment dans le cadre interparlementaire dans notre cas. Toutefois, le groupe Rassemblement national prend le contre-pied de l'angélisme soutenu par une élite française sur ce qui est appelé de manière passionnée en France le couple franco-allemand et de manière plus sobre, moteur en Allemagne. En effet, quand bien même notre coopération est nécessaire, les divergences d'intérêts, de vision et de stratégie entre nos deux pays sont importantes. Nous ne pouvons que le déplorer. Mais depuis plus de 40 ans, les gouvernements français successifs ont pris l'habitude de faire des concessions sur les intérêts de notre pays pour renforcer la relation franco-allemande et, in fine, la construction européenne. Les exemples sont nombreux. Les traités de libre-échange signés par l'Union européenne qui sacrifient l'agriculture française pour vendre des voitures allemandes, l'affaiblissement de notre industrie nucléaire voulu par les Verts et par les patrons de l'industrie allemande, les élargissements de l'Union européenne qui ont fait payer par les contribuables français l'intégration de l'Est de l'Europe à un espace économique dominé économiquement par l'Allemagne. Nous posons aussi la question de la coopération dans le cadre du triangle de Weimar. Bien que la relation avec la Pologne nous est importante, il est indispensable de rappeler la très forte intégration économique et politique entre la Pologne et l'Allemagne qui en fait un maillon essentiel de la machine industrielle allemande. Les perspectives de notre relation avec la Pologne sont intéressantes, notamment dans le cadre d'un partenariat économique offrant une diversification aux Polonais. Toutefois, sur le plan énergétique, la Pologne, se tournant résolument vers l'énergie nucléaire, a choisi les Américains et Sud-Coréens pour leurs réacteurs. Les avions de chasse, même chose. L'arrogance et l'intransigeance du président de la République envers le précédent gouvernement polonais sur le versement des fonds du plan de relance pourraient y avoir joué un rôle. D'où ma question. En encastrant la relation bilatérale franco-polonaise dans une relation trilatérale déséquilibrée, la France ne risque-t-elle pas de devenir une sorte de troisième roue du carrosse germano-polonais? Je vous remercie. Oui, alors je crois que l'ensemble de votre intervention, c'est une prise de position qui est tout à fait sur laquelle, je crois, les uns et les autres, nous n'avons pas de réponse particulière à faire. Chacun a ses engagements politiques en fonction de sa famille, de son groupe, etc. Sur la question, du triangle de Weimar, moi, je ne pourrais pas vraiment répondre, sauf sur un point. Je crois que l'engagement atlantique de la Pologne n'a rien à voir avec l'attitude plus ou moins négative de l'Allemagne et de la France à l'égard de la précédente coalition. Je pense que c'est un tropisme très profond chez les Polonais, qui est fondé sur 1939 pour être plus précis, c'est-à-dire le fait que la solidarité européenne, anglo-française en l'occurrence, a été mise en œuvre, mais n'a eu aucun effet. Et ça, c'est un traumatisme que les Polonais ressentent, et paradoxalement, ils ne tiennent pas trop rigueur à Roosevelt
d'avoir abandonné la Pologne à Staline à l'issue de la guerre. Mais je crois que ce traumatisme-là, il est absolument central. Il y a un manque de confiance. Moi, je me rappelle avoir eu des discussions avec M. Guérémec. Il me disait, j'étais en très bonne relation avec Guérémec, on se tutoyait, on s'entendait bien, et il me disait, la France ne voulait pas mourir pour Danzig. Je lui ai fait remarquer que c'était une déclaration de M. Déa, qu'à ce moment-là, au moment où Déa faisait cette déclaration, il y avait un premier sondage de l'IFOP, c'était le début de l'IFOP de Stutzel, 70% des Français disaient qu'il fallait rentrer en guerre pour protéger le couloir de Danzig, donc c'était tout à fait faux. Mais je lui dis simplement, nous avons une stratégie militaire qui était totalement inappropriée par rapport à cet objectif. Et je lui dis, tu ne devrais pas colporter cette idée en... Il me dit, c'est ce que pensent les Polonais. Ben justement, Bronek, tu es là pour les dissuader d'avoir des idées fausses, car nous nous sommes engagés, nous avons laissé tomber la République tchécoslovaque, à Munich, mais nous n'avons pas laissé tomber les Polonais. Nous en avons pris pour 5 ans d'occupation. Nous avons été très malheureux sur le plan militaire. Je crois que c'est ça le traumatisme fondamental. Et là, il me semble que on est en train... Alors, le ministre des Affaires étrangères actuel, Sikorski, est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il a épousé une Américaine, c'était un homme qui était à la fois atlantique et assez européen. Il a épousé une Américaine, il est traditionnellement considéré comme plus pro-américain que pro-français, et en même temps, sur l'affaire de la déclaration du président de la République, il a pris une position très forte, non pas sur les troupes, parce que ce n'était pas le problème, mais sur la fermeté vis-à-vis de l'Ukraine. Il a pris une position très solidaire de nous-mêmes. Donc je crois que c'est un peu comme ça que ça se présente. Maintenant, quant à la puissance allemande sur le plan économique, l'Allemagne est au cœur de l'Europe libérée depuis la chute du mur. Elle exploite très profondément les relations avec la République tchèque, avec la Slovaquie, avec la Hongrie, avec la Pologne. C'est évident qu'elle jouit d'un avantage de position qui est tout à fait considérable. Ça, c'est la vie. Il a évolué au Parlement européen. Oui. Mais moi, je l'avais rencontré en septembre, hein, quand il avait fait une tournée, je l'avais pas rencontré au titre de la commission, mais au titre de l'Institut Jacques Delors, dont je fais partie, et il m'avait paru extrêmement impressionnant, en tout cas très, très drôle, très supérieur à un homme d'État, à mon avis, de grande qualité. Je pense qu'il faut se réjouir d'avoir un homme de cette qualité à la tête de la diplomatie polonaise. Voilà, on va pas... Monsieur Guignot, vous voulez répondre quelque chose à votre collègue? Oui, un tout petit mot, Monsieur le Président, si vous J'espère que vous voulez êtes d'accord bien. avec lui, sinon ça serait un dissensus au sein du Rassemblement national. Non, n'en espérez pas autant, Monsieur le Président. Oui, non, chers collègues, oui, ce que vous avez dit tout à l'heure, s'agissant des avions de chasse et des réacteurs, ça n'est malheureusement que la vérité, et on ne peut que le déplorer plutôt de s'être tourné, on va dire, vers un pays européen. Quant à la relation trilatérale déséquilibrée, je crois justement qu'il faut que la diplomatie française, et que la France en tout cas, continue à participer à ce triangle de Weimar. Ce fut le cas, je me souviens, lorsque la région Picardie existait encore administrativement. La Picardie existera toujours, était éternelle, mais en tout cas au Conseil régional de Picardie à l'époque, nous avions déjà des échanges, notamment culturels et sur d'autres thèmes, dans le format du triangle de Weimar avec l'Allemagne et la Pologne. Je me souviens de concours d'architecture, d'un certain nombre d'actions qui effectivement avaient permis de lier un peu plus de connaissances, et surtout dans le cadre justement de ces 3 pays centraux de l'Europe. Il suffit de regarder la carte pour comprendre quel est l'intérêt. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Nadège.
Merci, Monsieur le Bon, Président. évidemment, Merci, pour la France insoumise, Mesdames bien sûr. et Messieurs les rapporteurs, pour vos travaux, mes chers collègues. S'il y a bien un domaine qui interroge la relation franco-allemande, c'est bien celui de l'industrie de la défense. En la matière, la relation est quelque peu bancale. Ainsi, ces dernières années, les coopérations industrielles se sont multipliées au nom d'une défense européenne, dont nous ne partageons pas tous les objectifs. Selon nous, la mise à disposition de notre défense au service d'intérêts stratégiques qui ne sont pas forcément ceux de la France ne garantissent pas le non-alignement. Ainsi, pour rappel, par exemple, à la France Insoumise, nous ne soutenons pas le projet SCAF. Rappelons par ailleurs le projet MOSE, visant à produire un nouvel avion de patrouille maritime abandonné par l'Allemagne pour acheter du matériel états-unien. De même, l'European Sky Shield Initiative, lancée par l'Allemagne, se fera sans la France, avec des technologies américaines et israéliennes. C'est que l'Allemagne ne cache pas sa vision d'une défense européenne sous égide états-unienne, que la France poursuive dans la voie de ces accords ne peut conduire qu'à un affaiblissement de notre base industrielle et technologique de défense. Ainsi, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les rapporteurs, comment se convaincre que la coopération franco-allemande en matière de défense est encore tenable? Deuxième question, votre rapport souligne le fort engagement de l'Allemagne sur la scène internationale. Le pays est depuis de nombreuses années l'un des premiers contributeurs pour l'aide publique au développement. Si l'aide publique au développement n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques de coopération internationale, c'est un outil attendu et observé pour les acteurs des politiques de développement des pays pauvres. L'Allemagne a adopté une approche opposée à celle de la France. Elle va atteindre 0,85% de son revenu national brut destiné à l'APD, au-dessus du seuil demandé par l'ONU qui est de 0,7%. Le gouvernement français, de son côté, a préféré repousser cet objectif à 2030, alors que notre Assemblée avait fixé un objectif en 2025. S'y ajoutent les coupes budgétaires récentes, scandaleuses pour nous, annoncées le mois dernier par Bruno Le Maire. Quel est votre point de vue dessus? Qu'est-ce qui explique cette différence d'approche pour l'APD? C'est 2 minutes ou 2 minutes 30? Merci, monsieur le Président. Juste 2 mots sur la coopération de défense entre la France et l'Allemagne. Nous avons plutôt eu le sentiment que les choses étaient assez solides. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, à la fois sur le programme SCAF et sur le programme MGCS, les choses sont solides et avancent. Alors je sais que vous ne le soutenez pas, vous venez de le rappeler, mais en tout état de cause, c'est quand même un élément fondateur de la coopération militaire. Je rappelle que l'Allemagne, en plus, a décidé de mettre 100 milliards d'euros sur la table pour doper et moderniser complètement son armée, ce qui peut avoir des conséquences, y compris pour notre industrie. Après, et c'est aussi un peu en écho à ce que disait notre collègue Buisson tout à l'heure, la France obtient en fonction de ce qu'elle fait. Et je ne crois pas qu'on puisse, chers collègues, dire qu'on serait dans le triangle de Weimar la dernière roue du carrosse. Ça suppose simplement qu'on fasse le boulot en termes de diplomatie, y compris, je le disais tout à l'heure, de diplomatie parlementaire, parce que ça y participe. C'est une question de rayonnement, de présence sur le terrain, de travail de long terme, et je ne suis pas persuadé qu'on ait vocation, loin de là, à être la dernière roue du carrosse. Plutôt les Polonais, d'ailleurs, quelquefois, qui peuvent se poser cette question-là. Et notre souci, c'est précisément de leur montrer qu'il n'y a pas de dernière roue du carrosse. Et que le triangle de Weimar, c'est au contraire très intégrateur pour l'Union européenne, mais sur une base de respect des nations qui soit équitable. Voilà ce que je voulais, simplement les 2 commentaires. Sur la politique de défense, encore une fois, et la coopération, moi je comprends que des pays, y compris la Pologne, ça a été dit aussi tout à l'heure, commandent à d'autres États. Là aussi, c'est à nous d'être bons. C'est à nous d'être solides en matière d'exportation, en matière commerciale. C'est à nous d'avoir un travail préparatoire en matière de diplomatie, et encore une fois, y compris de diplomatie parlementaire. Moi, j'étais rapporteur du budget du commerce extérieur pendant des années dans cette maison. Vous savez, on a des résultats quand on est bon, quand on va sur le terrain, quand on se mobilise, quand on noue des partenariats. Et enfin, et donc peut-être qu'il y a eu encore pas assez d'efforts dans ce domaine vis-à-vis de certains programmes d'achat. Après, on pourrait en parler des heures. Dernier point, je suis assez d'accord avec vous sur l'objectif de 0,7% du PIB sur l'aide au développement. Je ne répéterai pas ce que le président me glissait à l'oreille, mais moi je trouve que c'est juste incroyable qu'on n'y arrive pas. Les Allemands vont le dépasser, les 0,7, et c'est vraiment un objectif que la France devrait, y compris d'ailleurs en termes d'image, poursuivre avec acharnement, mais malgré les difficultés budgétaires du moment.
répéterai ce que j'ai dit, qui va dans le sens, j'ai dit que ce pays a réussi le paradoxe à avoir un taux de prélèvement obligatoire extrêmement, extrêmement fort, plus fort que partout ailleurs, et il n'y a jamais d'argent. Donc il y a un problème, c'est une sorte d'anti-alchimie. On transforme de l'or en vil-plomb. Mais moi, je voudrais dire une chose. Je crois que vous avez raison, Madame Bouganli, de dire qu'il y a des tensions entre la France et l'Allemagne, notamment, et vous avez un de vos collègues qui avait fait une intervention que je me rappelle très très brillante en séance publique sur la crise du spatial, sur le fait que les relations spatiales, oui, mais c'est un fait. Hein, et, quand ça, la question est de savoir si on essaie de surmonter ça ou pas. C'est ça la question. Sur le plan des États-Unis, je crois qu'il faut quand même relativiser de deux manières. D'abord, vous ne pouvez pas demander à un pays, alors que nous sommes aussi riches que les Américains, ou presque, que nous sommes nombreux, que nous sommes équipés technologiquement, de s'occuper de notre sécurité sans payer. Les Américains consacrent 5% à peu près de leur PIB à la défense. Nous, les uns et les autres, on peine à arriver à 2%. Là, Trump est fondé à dire, il le dit de façon très désagréable, il pourrait le dire de façon plus coopérative, mais on est fondé à dire, écoutez, remuez-vous un peu et faites quelque chose. Donc je comprends que les alliés des États-Unis considèrent qu'une partie de leur armement doivent être achetés aux États-Unis. C'est une compensation à la sécurité. Il faut quand même considérer qu'il y a là un élément de troc. Mais la seconde chose que je voudrais observer, c'est que nous avons raison sur le fond. C'est-à-dire que nous avons raison de dire que la garantie américaine sera tendanciellement de plus en plus faible, même si Trump n'y arrive pas ou ne bouleverse pas tout. Et donc, les responsabilités européennes seront de plus en plus fortes. Et les Allemands, dans leur attitude, exercent une sorte de rite conjuratoire. On dit, on va acheter aux Américains comme ça va garantir. Et je crois qu'ils luttent un peu contre une tendance de fond, alors que nous sommes partisans, peut-être pas vous, mais nous sommes partisans dans la majorité, en tout cas, du maintien de l'Alliance Atlantique, du maintien d'une solidarité atlantique, mais nous savons bien qu'il y aura un rééquilibrage au profit des Européens. Et nous portons cette carte, et je pense que les Allemands vont petit à petit être amenés à l'accepter parce que les enjeux de sécurité impliqueront une mobilisation plus importante de l'appareil de production d'armement européen. Voilà, maintenant, M. Secklinger, il est parti. M. Frédéric Petit n'est pas parti. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, merci pour votre passage en circonscription, puisque c'est comme ça que je dois le dire. Je n'ai pas des citoyens expatriés, chers collègues. Benjamin, nous sommes des Français établis en Allemagne ou à l'étranger, et non pas des expatriés. Je tiens absolument à la différence. Je pourrais, Monsieur le Président, j'ai vu que vous avez été assez large sur l'horaire. Je vais essayer de pas déborder, mais vous saviez que je pourrais en parler 3 heures de tout ce qui a été annoncé et dit. Parlé trop longtemps. Je représente aussi ici, donc non seulement je représente beaucoup de bicitoyens en Allemagne. C'est ce que j'appelle moi les bicitoyens, c'est-à-dire des gens qui sont complètement allemands et complètement français, qui sont l'immense majorité de mes électeurs. Et je crois que c'est important, et donc aussi la société civile, les sociétés civiles qui sont, que ce soit en franco-allemand ou en Weimar, extrêmement croisées et extrêmement dynamiques. Je suis également membre de la PFA. Je pars à Sarajevo avec un collègue allemand dans quelques jours. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Plusieurs petites remarques historiques quand même que je ne peux m'empêcher de faire. D'abord, il y a eu des expériences européennes en Allemagne, entre l'Allemagne et la Pologne. Il y a eu quelque chose qui s'appelait le Vormärz, avant Bismarck, et qui a emmené quelqu'un qui est parti de Minsk et qui a fini à Paris, quand même, en s'arrêtant au château de Hambach et en plantant un drapeau polonais en pleine Allemagne. Donc il y a des expériences au-delà de la République des deux nations, dont je parle souvent comme une proto-Union européenne. Je crois qu'il y a des choses importantes à rappeler, que cette histoire ne débouche pas tout d'un coup. Et le Zeitwende, il vient de très loin. Moi, je l'ai senti déjà dans la jeunesse allemande, quand j'ai pris mon premier mandat. Donc je crois qu'il y a des choses qu'il faut
absolument voir avec une perspective extrêmement complète, pas uniquement parlementaire, pas uniquement exécutive, mais également société civile et également histoire. Il y a eu une expérience de réconciliation très peu connue à l'Ouest entre l'Allemagne et la Pologne. Hein. Nous vous pardonnons et nous vous demandons de nous pardonner. C'est dans les années 70 que ça a été dit, ça, des Polonais vers les Allemands. Voilà, je vais me concentrer sur Weimar, Monsieur le Président, pour ma question. D'abord, vous l'avez dit, oui, je sais que vous serez très exigeant avec moi, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, le temps est restreint et j'ai beaucoup apprécié dans cette expérience que nous avons vécue de la création de la PFA à laquelle j'ai participé. Je crois qu'il nous manque quelque chose. Il va falloir qu'on imagine pas sous la même forme, mais il va falloir qu'on imagine, si on veut sortir du temps restreint et vraiment construire des relations comme vous en avez eu avec Guérémec, il va falloir institutionnaliser ce travail en Weimar pour les parlements et pour les sociétés civiles. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, au-delà des impulsions que peut donner une interparlementaire, c'est le travail de contrôle. À la PFA, nous faisons un extraordinaire travail de contrôle dont on parle peu, mais qui nous prend 80% du temps. C'est-à-dire que nous contrôlons les exécutifs sur leur collaboration. C'est parfait. Je vous ai laissé un peu de temps parce que c'est comme si vous avez fait une prise de position. Je crois qu'elle n'appelle pas de réponse de la part des membres du panel, de la délégation. Donc, c'est parfait. Vous étiez le dernier orateur inscrit au titre des groupes. Monsieur David, pardon, et Monsieur David, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres de la délégation. Comme vous le signalez dans vos propos liminaires et dans le projet de rapport, il y a effectivement une évolution préoccupante de l'approche allemande face à la guerre en Ukraine, face aux incertitudes énergétiques et face aux nouvelles difficultés économiques et industrielles du pays. Cela induit une crispation indéniable, un potentiel de repli sur soi qui pourrait s'avérer très préjudiciable à nos relations bilatérales franco-allemandes. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, vous avez évoqué des pistes pour renforcer la coopération avec l'Allemagne en matière militaire, avec le développement de projets communs comme le char ou l'avion de combat du futur, ou en matière diplomatique avec les co-localisations diplomatiques d'ambassades et d'instituts culturels. Au-delà de ces coopérations régaliennes, il semble que le partenariat franco-allemand manque également de projets industriels d'excellence, comme avait pu l'être Airbus. Lors de vos échanges avec les acteurs du monde économique, est-ce que d'autres pistes de partenariat industriel ont été abordées ? Ça, c'est pour vous, parce que c'était après mon départ. Les échanges économiques, j'en ai pas eu tellement, moi. Honnêtement, on est resté sur des propos assez généraux, sur une analyse de la situation économique allemande, des tendances, et ils ont été beaucoup évoqués, je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été dit par mes collègues aussi, surtout les partenariats dans l'industrie de défense, par définition, parce que nous étions beaucoup sur la question de la sécurité européenne, de la guerre en Ukraine. On a évoqué un peu les questions d'énergie aussi, mais là, on voit bien qu'il y a une divergence de stratégie entre la France et l'Allemagne qui crée une sorte de fossé, en tout cas c'est mon sentiment, qui pour l'instant n'est pas du tout comblé. Mais voilà, en gros, c'est à peu près les sujets. Mais on n'est pas rentré dans le détail des partenariats industriels, même si je rappelle quand même que l'Allemagne et la France sont des partenaires économiques de tout premier plan. C'est notre premier client, notre premier marché d'exportation. On a un déficit de 8 milliards d'euros, ça a été rappelé tout à l'heure par Carlos, mais c'est notre principal partenaire commercial et industriel. C'est quelque chose qui va de source, quoi. Coule de source. Monsieur Guignot, il y a quelque chose ? Oui, une toute petite seconde. Merci, Monsieur le Président. Oui, chers collègues, les sujets étaient nombreux. C'est vrai que nous avons été un petit peu on fait du staccanovisme, mais non, nous n'avons pas pu aborder ça. Je me souviens en tout cas d'avoir aborder justement avec les industriels un certain nombre de questions, notamment, on en parlera peut-être, sur les véhicules électriques, enfin sur la transition énergétique qui est assez un sujet actuel plutôt que nous n'avons pas pu aborder la totalité des sujets, comme le disait tout à l'heure en début de réunion le président Bourlange. Ça me fait réfléchir, ça, en écho à la question de Benjamin,
Haddad au fait qu'effectivement, on pourrait réfléchir à des poursuites thématiques. On pourrait avoir l'un ou l'autre d'entre nous qui cultiverait une relation bilatérale ou trilatérale avec la Pologne, ça se discute, mais thématique sur les grands sujets qui fâchent ou qui ne fâchent pas, ou qui sont en panne ou qui se développent. Je crois que il faut trouver le moyen d'approfondir, parce que sinon on reste dans la superficie. J'ai maintenant les deux derniers intervenants sont du Rassemblement national. Monsieur François. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues. Votre rapport montre que le fonctionnement de la coalition franco-allemande repose sur une culture du compromis. Cependant, l'Allemagne se prépare à affronter une crise intérieure découlant des désaccords au niveau budgétaire qui auront un impact sur la relation entre la France ainsi que les politiques énergétiques de l'Union européenne. La voie de la neutralité carbone en 2050 devient inatteignable en raison des divergences au sein de l'Union européenne, notamment entre la France et l'Allemagne. Les délégations allemandes et françaises détiennent 37 des 71 sièges du groupe des Verts au Parlement européen et sont une force qui façonne les politiques écologistes punitives de Bruxelles. Cependant, la coalition verte allemande fait pression pour supprimer les appels à mettre fin à l'utilisation du gaz fossile d'ici 2035 et du pétrole d'ici 2040, préférant se concentrer sur l'objectif d'éliminer progressivement le charbon d'ici 2030, ce qui contraste évidemment avec la position plus radicale des écologistes français. On assiste alors à un effondrement de la coalition des Verts, ce qui prédit une marche arrière en termes de stratégie énergétique de l'Allemagne. Par conséquent, je m'interroge sur les divergences franco-allemandes. Quelles sont les causes de ce revirement en termes de stratégie énergétique, notamment à l'égard des voitures électriques, et quelles sont les conséquences et quelles auraient les conséquences de l'effondrement de la coalition des Verts sur les relations bilatérales avec la France? Je vous remercie. C'est une question très importante, mais là, je crois qu'on n'est vraiment pas en mesure de vous éclairer très, très précisément. Sur le nucléaire, il est clair que nous avons une divergence de fond avec nos amis allemands, c'est clair. Ça a été, on la gère un peu mieux maintenant qu'on ne la gérait avant. Et puis voilà, on a une politique solidaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique à travers les efforts de sobriété, mais on n'a pas la même politique en matière de construction de la ressource énergétique, puisque nous faisons, et nous continuerons de faire, et nous faisons de plus en plus appel à l'énergie électronucléaire. Monsieur. Oui, tout à l'heure, si vous permettez, rapidement. Je vous autorise à répondre c'est gentil. À votre collègue. C'est gentil, Monsieur le Président. Merci. Oui, j'abordais il y a quelques secondes ce sujet à travers le problème des voitures, notamment électriques. Mais le revirement, effectivement, en termes de stratégie énergétique de la part de l'Allemagne vient essentiellement du fait de l'effondrement, vous l'avez évoqué, de la coalition des Verts, ainsi que du contexte inflationniste. Pour les véhicules électriques, puisque c'était un petit peu un des sujets que j'ai abordé plusieurs fois lors du déplacement, le sujet a été évoqué avec l'ambassadeur François Delattre, ainsi qu'avec Madame Nurman, ministre déléguée chargée des affaires européennes et du climat. Ce marché en Allemagne est surtout lié aux flottes d'entreprises, notamment et non aux ménages. Il est d'ailleurs à mentionner que l'arrêt de la Cour de Karlsruhe en novembre 2023 a eu un impact direct sur les aides aux ménages pour l'acquisition de voitures électriques, même si ce dernier porte sur la budgétérisation des dépenses fédérales et non sur le fond des dépenses. Il nous a été répondu d'ailleurs que la Chine a acquis une réelle avance dans le domaine des véhicules électriques, que l'Allemagne tentait tant bien que mal d'atteindre l'objectif de l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035, malgré la multiplication des contraintes. Et à titre personnel, je ne suis pas sûr, par contre, que l'effondrement de la coalition des Verts aura un réel impact sur les relations bilatérales donc avec l'Allemagne. Ces relations sont anciennes et assez solides, malgré parfois les coups de vent, si je puis dire. Et cette parenthèse verte aura certainement un autre avenir. Toutefois, nous pourrons peut-être constater les conséquences lors des prochaines élections européennes. Merci. Je vous remercie. Monsieur Joly, le dernier orateur. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le 22 septembre 2022, les pipelines Nord Stream 1 et 2 étaient détruits par un agresseur inconnu.
sabotage constitutif d'un acte de guerre au regard du droit international. Et le procureur suédois en charge du dossier a affirmé au cours de son enquête que cet attentat avait été provoqué directement par un État. Il s'agit donc d'un acte de terrorisme commis par une puissance étrangère à l'encontre des intérêts économiques vitaux de l'Allemagne. C'est une attaque qui a suscité de timides réactions du gouvernement allemand, qui est décidément aussi investi que le gouvernement français lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts nationaux. Et donc, suite à la crise économique et industrielle majeure qui frappe l'Allemagne, qui est largement pénalisée par ce sabotage, je souhaiterais savoir si, durant vos échanges avec les personnes que vous avez rencontrées finalement en Allemagne, si c'est un sujet qui est toujours d'actualité au sein de la classe politique allemande, et si vous avez des informations sur l'enquête, où est-ce qu'elle en est, qui doit donc déterminer les auteurs de ce sabotage. Je vous remercie. Je crains, Monsieur Joly, que nous n'ayons pas fait progresser considérablement l'instruction du dossier dans les 2 jours que nous avons passés à Berlin. Mais je n'en retiens pas moins que c'est un problème très intéressant. Monsieur Guignot, vous voulez Oui, dire quelque chose ? à mon collègue, oui, juste, vous le savez, 3 enquêtes ont été diligentées par les États à la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre 2022, ayant un impact bien sûr direct sur l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne et par extension bien sûr de l'Europe. En février 2023, les enquêteurs allemands annonçaient qu'ils ne disposaient d'aucune preuve que la Russie soit à l'origine des explosions sur les gazoducs, même si l'enquête se poursuit. Un rapport préliminaire publié le 25 août 2023, les experts de l'Office fédéral de la police criminelle et de la police fédérale allemande sont arrivés à la conclusion que les suspects étaient d'origine d'Ukraine, mais les conclusions de l'enquête ne sont pas encore rendues publiques. De leur côté, les enquêtes suédoises et danoises sont closes, ont été terminées début 2014, sans poursuite, puisqu'il est établi que ces actes de sabotage n'avaient pas pour vocation d'atteindre leur pays, leur population, et notamment leurs intérêts nationaux. Le sujet reste bien sûr d'actualité, si aucune information liée à l'enquête en cours ne nous a été communiquée, et ce sujet n'a pas été évoqué lors de nos échanges, puisque ça n'entrait pas dans le cadre avec les sujets que nous avons évoqués avec les personnes que nous avons rencontrées notamment. Je vous remercie, monsieur le député de l'Oise. Bien, cette séance s'approche de sa fin. Le débat, je remercie tous les collègues d'avoir contribué à ce débat qui est intéressant, bien qu'il nous laisse effectivement, vous avez raison, les uns et les autres sur notre faim. Nous estimons qu'il y a énormément de choses encore à penser, à dire et à faire sur le plan franco-allemand. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Et ce que nous allons simplement faire, c'est, conformément à l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale, je vais vous consulter sur l'opportunité d'autoriser la publication de la communication qui vient de vous être présentée. Alors, c'est donc qui est pour la publication, qui est contre, personne. La publication, et il en est ainsi décidé. Le rapport sur le déplacement à Berlin sera ainsi publié et distribué. Je remercie les membres de cette délégation. Je remercie à nouveau les fonctionnaires et notamment le premier d'entre eux, comme dirait le président Coty, qui m'ont accompagné à Berlin pour leur participation à ce déplacement et pour la présentation qu'ils en ont faite devant notre commission. La séance est levée.